Chimamanda Ngozi Adichie, Americana. Princeton en été n'avait pas d'odeur, et si Ifemelu appréciait le calme verdoyant de ses nombreux arbres, ses rues propres et ses majestueuses maisons, ses magasins au prix subtilement exagéré et son air tranquille, immuable de grâce méritée, c'était cette absence d'odeur qui la séduisait le plus, peut-être parce que les autres villes américaines qu'elle connaissait dégageaient toutes des effluves caractéristiques. Philadelphie exhalait le parfum suranné du passé, New Haven sentait l'abandon, Baltimore l'océan et Brooklyn les ordures pourrissant au soleil. Mais Princeton n'avait pas d'odeur. Elle aimait y respirer à plein poumon. Elle aimait observer les habitants qui conduisaient leur voiture dernier cri avec une courtoisie particulière et se garaient devant l'épicerie bio de Nassau Street ou le restaurant de sushi, ou devant le vendeur de glace aux 50 parfums, poivrons inclus, ou devant la poste dont le personnel s'empressait de les accueillir à l'entrée. Elle aimait le campus empreint de la gravité du savoir, ses bâtiments gothiques aux murs drapés de lierre et la manière dont tout y prenait, dans la pénombre de la nuit, un aspect fantomatique. Elle aimait par-dessus tout pouvoir prétendre, dans ce lieu où régnait l'abondance, être quelqu'un d'autre, admis par faveur dans le club consacré de l'Amérique, quelqu'un auréolé d'assurance. Mais elle n'aimait pas devoir se rendre à Trenton pour faire tresser ses cheveux. Espérer trouver un coiffeur de tresses à Princeton n'était pas raisonnable. Les rares résidents noirs qu'elle y avait vus avaient la peau si claire et les cheveux si raides qu'elle ne pouvait les imaginer tressés. Et pourtant, en attendant son train à la gare de Princeton Junction, par un après-midi blanc de chaleur, elle se demandait pourquoi il n'existait aucun endroit où elle pourrait se faire coiffer. Le chocolat avait fondu dans son sac. Quelques voyageurs attendaient sur le quai, tous blancs et minces, en shorts et vêtements légers. L'homme qui était le plus près d'elle mangeait un cornet de glace. Il lui avait toujours semblé un peu ridicule que des Américains adultes, des hommes, lèchent des cornets de glace, surtout en public. Il se tourna vers elle et dit, quand le train arriva enfin dans un crissement de frein, « Ce n'est pas trop tôt », avec la familiarité que partagent des étrangers déçus par un service public. Elle lui sourit. Ses cheveux grisonnants étaient ramenés vers l'avant, un artifice risible destiné à masquer sa calvitie. Sans doute professeur d'université, mais pas de sciences humaines, sinon il aurait été plus emprunté. Une science dure comme la chimie, peut-être. Autrefois, elle aurait dit « je sais », cette expression bien américaine qui marque l'approbation plutôt que la connaissance, puis elle aurait entamé une conversation avec lui dans l'espoir d'en recueillir quelque chose d'intéressant pour son blog. Les gens étaient flattés qu'on les interroge sur eux-mêmes, et si elle se taisait après les avoir écoutés parler, ils étaient poussés à en dire davantage. Ils étaient conditionnés à remplir les silences. Si on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait vaguement « je rédige un blog sur les modes de vie ». Car dire « j'écris un blog anonyme intitulé Race Teens » ou « Observations diverses sur les Noirs américains », ce qu'on appelait jadis les nègres par une Noire non américaine, les aurait mis mal à l'aise. Elle l'avait dit parfois, cependant, à un blanc coiffé de dreadlocks qui était assis à côté d'elle dans le train, ses cheveux semblables à de vieilles ficelles terminées par un duvet blond, sa chemise déchirée portée avec suffisamment de ferveur pour la convaincre qu'il était un activiste social qu'elle pourrait inviter sur son blog. De nos jours, la race est un concept totalement surfait. Les Noirs doivent en finir avec ça. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est la catégorie sociale, les possédants et les autres, avait-il dit calmement. Et elle l'avait utilisé comme accroche d'un post intitulé « Non, tous les Américains blancs qui portent des dreadlocks n'ont pas le moral à zéro ». Puis il y eut le type de l'Ohio qui était coincé contre elle dans un avion. Un cadre moyen, elle en était sûre, vu son costume droit et son col dont la couleur tranchait avec celle de sa chemise. Il voulait savoir ce qu'elle entendait par blog sur les modes de vie, et elle le lui avait expliqué, s'attendant à le voir se fermer, ou mettre fin à la conversation par une phrase vaguement dissuasive comme « La seule race qui compte est la race humaine », mais il avait dit « Avez-vous jamais écrit sur l'adoption ? Personne ne veut de bébé noir dans ce pays. Et je ne parle pas de bébé métis, je veux dire noir. Même les familles noires n'en veulent pas. » Il lui avait raconté que sa femme et lui avaient adopté un enfant noir et que leurs voisins les regardaient comme s'ils avaient choisi de devenir les martyrs d'une cause discutable. L'article de son blog le concernant, « Les cadres moyens blancs mal habillés de l'Ohio ne sont pas toujours ce que vous pensez », était celui qui avait reçu le plus de commentaires ce mois-là. Elle se demandait s'il l'avait lu. Elle espérait que oui. Souvent, assise dans un café, un aéroport ou une gare, elle observait les étrangers, imaginait leurs existences, se demandant lesquels avaient lu son blog. Aujourd'hui son ex-blog. Elle avait écrit son dernier post quelques jours auparavant, et il avait jusqu'à présent donné lieu à 274 commentaires. Tous ces lecteurs, plus nombreux de mois en mois, qui échangeaient leurs posts, qui en savaient beaucoup plus qu'elle. Ces lecteurs-là l'avaient toujours effrayée et ravie. Safik Derrida, une des contributrices les plus fréquentes, avait écrit « Je suis un peu surprise de prendre tout cela aussi personnellement. Bonne chance dans votre quête d'un changement de vie, mais s'il vous plaît, regagnez vite la blogosphère. Vous avez utilisé votre voix impertinente, insistante, drôle et sagace pour créer un espace de véritable échange sur un sujet important.
Des lecteurs comme Safik Derrida qui dévidaient des statistiques et utilisaient des mots comme chosifiés dans leurs commentaires agaçaient Ephémélou, la poussant à se montrer arrogante et à se mettre en valeur, si bien qu'elle avait fini peu à peu par se comparer à un vautour dépouillant les histoires des autres pour y trouver quelque chose à utiliser, établissant parfois de fragiles rapports à la race, auxquels il lui arrivait de ne pas croire elle-même. Plus elle écrivait, moins elle se sentait sûre d'elle. Chaque poste lui ôtait un peu de sa personnalité et elle finit par se sentir vulnérable et fausse.